Là, on Donc, voit. je vais présenter quelques des éléments sur la qualité chimique et physico-chimique d'une eau de piscine. Donc, toutes les normes concernant les eaux de piscine sont renseignées dans le Code de la santé publique. Donc, règles sanitaires applicables aux piscines. Donc, ce sont les articles D1332 1 à 13. Donc, ils sont accessibles sur Internet, hein, pas sur Légifrance. C'est un site du gouvernement où il y a toutes les lois françaises, hein, d'ailleurs. Donc, j'ai pris quelques extraits qui m'ont paru intéressants. Euh, donc, c'est d'abord sur ce qui se passe lorsqu'une norme, qu'elle soit microbiologique, qu'elle soit chimique, n'est pas remplie. Donc, lorsque l'une au moins des normes n'est pas respectée, le préfet a le droit, sur le rapport de l'ARS, de fermer l'établissement concerné euh, par des analyses non conformes. Donc c'est évidemment important pour la santé publique, mais aussi pour l'établissement. Donc concernant la qualité de l'eau, l'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'ajouter des produits désinfectants pour avoir une persistance de la qualité désinfectante d'une eau de piscine. Alors en général, l'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique, c'est-à-dire d'eau destinée à la consommation humaine. Il y a d'autres utilisations possibles, mais qui sont réglementées, mais c'est pas le cas général. Et alors, il y a un petit temps mort entre les slides, c'est que je m'arrête. Ah, impossible de charger le fichier. Je recommence. Nous, on le voit. Ah, vous le voyez? Ça Ouais. y est, ça apparaît. Alors, je vais détailler maintenant un peu plus les normes physico-chimiques. La transparence doit permettre de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou nos repères sombres de 0,3 mètres de côté, c'est au point le plus profond. La teneur en substances oxydables au permanganate de potassium à chaud en milieu alcalin ne doit pas être supérieure à plus de 4 mg par litre de celle de l'eau de remplissage des bassins. Alors, le pH doit être compris entre 6,9 et 8,2. Alors évidemment, il y a énormément de modifications de ces premiers décrets. Et pour faire un résumé synthétique des normes physico-chimiques, concernant l'aspect visuel, l'eau doit être transparente. Les matières organiques oxydées par le permanganate de potassium ne peuvent pas être supérieures à 4 mg par litre par rapport à l'eau du réseau. Alors pour une désinfection au chlore, qui est la désinfection la plus courante, le pH doit être compris entre 6,9 et 7,7. Le taux de chlore réfractif, alors je vais détailler après ce que c'est, doit être compris entre 0,4 mg par litre et 1,4 mg par litre. Le chlore combiné à la matière organique doit être inférieur à 0,6 mg par litre. Et l'acide isocyanurique, qui est un stabilisant du chlore, doit avoir une concentration inférieure à 75 mg par litre. Alors, toutes les données des analyses euh, des piscines donc, sont accessibles au grand public sur les sites des agences régionales de santé. Donc, on trouve les analyses biologiques et les analyses chimiques. Donc, concernant le pH d'une eau de piscine, alors d'abord, de manière beaucoup plus générale, il faut savoir que naturellement, quand il y a une surface d'eau qui est à l'atmosphère, elle échange, il y a une dissolution du dioxyde de carbone, un acide carbonique, qui est un diacide faible. Donc, au pH des eaux de piscine, il n'y a que la première acidité qui est engagée. On forme l'anion hydrogénocarbonate. Le pK de ce couple est de 6,4. Donc déjà, c'est essentiel. Il sera forcément nécessaire
d'ajouter une base et on peut aussi faire un ajustement acide si le pH est au haut. Donc l'acide le plus utilisé est l'acide chlorhydrique. Donc c'est HCl, il est en solution. Alors il peut être dangereux d'utilisation lorsqu'il est concentré. Et l'ajustement basique se fait avec des pastilles de bicarbonate de soude, donc NaCO3, qui est une base faible. Alors concernant la conformité au pH, elle représente 26% des non-conformités. Donc ça c'est une étude qui a été faite par l'ARS de 2000 à 2009. Et bon, j'ai eu la curiosité d'aller voir un peu les résultats de l'ARS sur la non-conformité au pH. Et il y a des cas où le pH encore est non conforme. Donc dans cette piscine, dans ici 4 piscines, alors j'ai pas pris énormément de données. J'ai regardé ce qui se passait pour 40 bains et on a 10% de causes de non-conformité. Donc pour le pH. Bon, le pH peut être soit inférieur, soit supérieur. Alors ça a des conséquences déjà sur la peau. Biologiquement, le pH idéal pour la peau est compris entre 7,2 7,4, mais ça va aussi avoir des conséquences très importantes sur les qualités désinfectantes. Alors, j'ai mon slide qui est en chargement, je ne sais pas si vous voyez. Je recommence. Donc, l'eau de Javel est un désinfectant qui est utilisé. Donc, il réagit avec l'eau pour donner l'acide hypochloreux, HClO, et on peut l'obtenir à partir d'hypochlorite de sodium ou de calcium. Donc, ce sont des pastilles solides qui se dissolvent et l'acide hypochloreux confère à l'eau un pouvoir désinfectant. Donc, je vous ai représenté ici le diagramme de Courbet, ou diagramme potentiel pH du chlore. Alors, il est important. Pourquoi? Parce que la forme du chlore qui est désinfectante, ça va être l'acide hypochloreux, HClO, et non pas le chlorate Cl-, qui est la forme basique. Alors, dans ce diagramme potentiel pH, la première chose importante, c'est le point que vous avez à pH 4,2. Donc, qu'est-ce qui se passe à pH 4,2? Il y a une possibilité de dismutation euh, du, une possibilité, alors c'est pas une dismutation, de rétrodismutation qui donne lieu à la formation de chlore. Donc, le chlorure qui est naturellement présent dans les piscines s'associe à l'eau de Javel en milieu acide pour donner du dichlore et de l'eau. Alors, c'est pas dangereux dans une piscine parce que le pH d'une piscine est loin de 4,2. Ça peut être dangereux pendant les phases d'entretien si une personne, par exemple, ajoute une solution acide lors d'une phase technique dans une solution d'eau de Javel, ben on a un dégagement de dichlore qui est très corrosif et dangereux. Cette pharmacie, on a eu des problèmes avec ça en TP. Pour un pH supérieur à 4,2, le dichlore n'est pas stable et on a l'acide hypochloreux, HClO. Alors, la deuxième chose qui est importante dans ce diagramme, c'est le point à pH 7,5. Donc, il y a deux formes du chlore qui sont HClO et ClO-. Pour un pH inférieur à 7,5, la forme majoritaire sera l'acide hypochloreux. Et pour un pH supérieur à 7,5, la forme majoritaire sera ClO-. Alors, c'est une échelle pH, donc les concentrations varient très vite. Lorsque vous faites varier d'une unité pH à partir de 7,5, si vous faites varier d'une unité pH, il y a un rapport 10 entre les concentrations. Alors, ça veut dire qu'un pH de 8,5
vous allez avoir 10 fois plus de ClO-, et un pH 6,5, vous allez avoir 10 fois plus de HCl, d'acide hypochloreux. Alors, je fais il y a un petit problème avec l'eau de Javel, c'est que quand vous êtes au soleil, vous avez alors j'ai mal écrit la réaction, une dégradation du chlorate en chlorure et en hydrogène. Et donc, pour éviter ce phénomène, on peut utiliser du chlore stabilisé. Donc, ce sont des acides cyanuriques, donc vous avez des structures ici, qui, par réaction avec l'eau, vont progressivement libérer de l'acide hypochloré. Alors, pourquoi c'est intéressant? Ça évite de mettre de fortes doses d'acide hypochloreux dans l'eau quand vous êtes au soleil. Donc, il y a un intérêt à utiliser dans certains cas, piscine en plein air, du chlore stabilisé. Alors, il y a différentes formes du chlore. Donc, le chlore actif, le chlore qui désinfecte, c'est l'acide hypochloreux qui s'associe à la matière organique azotée pour donner du chlore combiné, c'est-à-dire de la matière organique chlorée et de l'eau. Ce que l'on appelle chlore libre, ça va être la somme du chlore actif, HClO, et du chlore potentiel, on appelle ça ClO-. Et enfin, lorsqu'on additionne le chlore libre plus le chlore combiné, on obtient le chlore total. Voilà. Alors, concernant la conformité au chlore, donc on voit que c'est une source plus importante de problèmes. Donc, le chlore combiné, ça représente 31% des non-conformités, le chlore disponible 32%, et le chlore libre 5%, et l'acide isocyanurique, le chlore stabilisé 6%. Alors j'ai fait pareil, j'ai regardé un peu ce qui se passait. On peut avoir des cas de conformité, alors il peut y avoir un surdosage de ces produits désinfectants, donc de l'acide hypochloreux. Donc j'ai trouvé deux cas euh, qui sont présentés sur ce slide. Et on peut avoir aussi un problème de chlore actif insuffisant. Alors quand le chlore actif est insuffisant, on se rend compte que le taux en matière organique totale, carbone organique total, est très élevé. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait trop de matière organique et que le pouvoir désinfectant des produits n'a pas été suffisant. Alors, je vais finir avec le carbone contenu dans l'eau. Alors, il y a du carbone d'origine organique, d'origine humaine, et il y a le carbone inorganique qui est évidemment HCO3-, issu de la dissolution du CO2 et des produits d'entretien basiques. Dans le carbone total est la somme du carbone inorganique total et du carbone organique total. Et il y a une mesure qui est faite et d'ailleurs qui est contestée, je vais en parler. C'est la mesure de carbone oxydé par KMNO4 qui est inférieure au carbone organique total et qui correspond au carbone issu de matière animale, donc d'origine humaine, alors que la partie qui est d'origine végétale ne serait pas oxydée par le permanganate de potassium à chaud. Alors, j'ai retrouvé un article de notre journal de Christophe Rosa qui conteste le dosage du permanganate de potassium. Alors, j'ai un avis neutre sur cette question, mais je parle de ses travaux. Donc, il explique qu'il y a énormément d'interférents pour le dosage avec le permanganate de potassium, du carbone, et qu'il y a une corrélation qui est assez faible entre le carbone dosé, le carbone total et le carbone dosé par le permanganate. Et un autre argument, alors on enlève cette mesure, mais qu'est-ce qu'on regarde? Ça serait de regarder le carbone organique total par rapport au cas de non-conformité microbiologique.
Donc, on voit que lorsque le carbone organique total est élevé et lorsque la teneur en chlore dans l'eau diminue, parce que le chlore est conservé, il y a le taux de non-conformité microbiologique qui augmente. Dont l'argument, c'est de dire de se fier plutôt au carbone organique total. Alors, j'ai regardé des données récentes, ça pourrait être confirmé ou infirmé. J'ai eu l'impression qu'aujourd'hui, la corrélation en 2020 entre le carbone total et le carbone oxydé par le permanganate est un peu meilleure que cette première étude. Mais alors, ça voudrait aussi dire que si cette corrélation est bonne, je pose la question pourquoi euh, le- continuer à doser le carbone avec le permanganate? Il y a sûrement des raisons. Ouais. Voilà, donc c'était quelques éléments de réflexion sur les qualités physico-chimiques des eaux. Donc on est midi 2, donc je peux pas trop continuer. Je vous remercie pour votre attention. Donc, si vous avez des remarques ou des questions. Très bien. Eh bien, Je crois que, je crois que Monsieur Le Thor est en train d'écrire quelque chose. ah oui, bon, je Une vais question peut-être. vous laisser le temps quand même de répondre. Donc, de nombreuses agences régionales de santé suivent désormais le carbone organique total. Certains labos ne réalisant plus de mesures de l'oxydabilité. Donc, ça va dans le sens de de cet article.